Pour t'apporter leur soutien, je crois qu'il ne faudrait pas aller chercher très loin cette confiance que les primaires t'ont apportée en majorité autour des 3 millions de personnes qui sont venues nous accompagner dans ce processus démocratique extraordinaire. Il ne faudrait pas aller chercher très loin cette volonté de notre pays de changer, de se redresser, de retrouver le visage de la dignité et d'un processus démocratique. Oui, la force de ta candidature est peut-être tout simplement, comme Victor Hugo le disait, redevenu parlementaire, après la défaite de 1870, mettre fin à la République des abus. République des abus en tout genre, de la nomination dans les médias, de la nomination dans la justice, de l'arrêt d'un certain nombre d'affaires, et bien entendu abus aussi dans ce pouvoir de l'argent que Nicolas Sarkozy a concrétisé et consacré aux Fouquet's. Et dont il a depuis 5 ans méthodiquement organisé le pouvoir autour des surfaces financières ici en France. 5 années où la France a régressé sur le plan scientifique. Oui, Madame Pécresse, le budget de la France a baissé sur la recherche et la science, qui a régressé sur le plan de la démocratie, qui a régressé sur le plan de sa richesse, qui a bien sûr entraîné des centaines de milliers, des millions d'hommes et de femmes dans la souffrance, de l'inquiétude du lendemain et du chômage. C'est cela l'héritage que l'on aura à reprendre. C'est cela les pierres que nous aurons à redresser. Alors il faudra, Michel Sainte-Marie le disait à l'instant, que les territoires, dans un nouvel acte de décentralisation, se mobilisent autour d'un gouvernement ouvert pour faire en sorte que la République soit rassemblée autour de la solidarité, du développement, de l'emploi, de l'aménagement, de nos agriculteurs comme de nos ouvriers, de nos entreprises comme de nos laboratoires. Effort fantastique de mobilisation qu'une série de réformes que tu portes, François, devrait nous apporter. Et puis, ce qui m'occupe, peut-être plus par les temps qui courent, remettre du travail en France, plutôt que dire qu'il faut remettre la France au travail. Et remettre du travail en France. Nous savons le faire sur les territoires. Alors pourquoi ne le ferions-nous pas avec un État stratège, avec un État qui se lance sur les technologies de demain, qui feront les usines d'après-demain? Où sont-elles aujourd'hui, ces nouvelles technologies que les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne même, et les pays dits émergents sont en train de développer? Si la France ne se redresse pas sur le plan industriel, alors elle deviendra une nation reléguée. Elle deviendra une nation où peut-être les destinations de vacances remplaceront la création d'emplois et d'entreprises. Oui, il nous faut de l'industrie, de l'agriculture, il nous faut de la production dans ce pays. Et je te remercie, François, d'avoir organisé les équipes de campagne en pensant d'abord à ce qui est la production de richesses, le développement des emplois et l'avenir de nos enfants qu'il nous faut préparer aujourd'hui. Nous avons rencontré cet après-midi, ici même sur Mérignac, sur Pessac, des PME dynamiques qui sont passées de 60 à 600 personnes. C'est autour des entreprises de taille moyenne que nous ferons la reconquête industrielle. Les grands groupes sont nos champions, mais ils perdent des emplois industriels et ont une réflexion et une organisation à l'échelle internationale.
c'est autour de notre créativité, de notre mobilisation industrielle, que nous ferons l'avenir, comme l'Allemagne d'une certaine manière, l'avenir industriel de demain. Et ce n'est pas en rêvant à augmenter les taxes sur tous les consommateurs, donc sur les travailleurs, avec une hypothétique lutte contre les délocalisations ou contre les importations. François en parlera mieux que moi tout à l'heure, que nous ferons le redressement de ce pays. Redressement, démocratie, espérance. Je crois que c'est les trois mots que tu portes. Et ces trois mots vont parcourir la France. Pendant cette campagne, il nous reste un peu plus de 100 jours. Faisons en sorte que de mairie en mairie, de clocher en clocher, nous puissions lever haut la bannière de l'espérance. Derrière toi. Mes chers amis, je vous salue tous. Vous qui êtes là depuis parfois des heures. Vous qui êtes dehors et qui ne m'entendez pas, même si je vais forcer la voix pour vous dire aussi ma gratitude. Nous pensions faire une réunion habituelle avec quelques centaines de personnes. Mais nous étions là, à Mérignac, en Gironde, c'est-à-dire dans une grande ville socialiste, dans un grand département socialiste, dans une grande région socialiste. Et je veux saluer Michel, Philippe, Alain, qui représentent ces collectivités et tous les parlementaires qui sont là. Mais quand même, nous ne pensions pas être à ce point nombreux. Certains nous disaient, mais la campagne n'est pas commencée. Elle l'est. Certains nous disaient, mais vous êtes seul à être candidat. L'autre présente ses vœux. Mais vous êtes venus, vous, de votre plein gré. Vous n'êtes pas comme ceux qui ont été convoqués sur ordre pour des vœux officiels. Vous êtes venus pour cette campagne parce que vous avez une foi inébranlable maintenant. Vous voulez gagner l'élection de 2012. Vous voulez la gagner non pas pour vous-même, non pas pour le parti que vous représentez, non pas pour le candidat lui-même, même si vous avez votre préférence. Vous voulez gagner pour la France. Et c'est pour la France que nous engageons cette bataille. Ici, premier meeting de campagne à Mérignac. Mes chers amis, dans moins de 4 mois, le peuple français fera un choix qui ne sera pas simplement celui d'une personne, d'une majorité ou d'un projet, mais le choix de son destin. Dans moins de 4 mois, nous saurons si la France reconduit le président sortant ou si elle opte pour le changement. Dans moins de 4 mois, nous saurons
si la droite installée depuis 10 ans poursuit l'affaiblissement de notre pays, ou bien si un large rassemblement engage le redressement de notre nation. Il nous reste donc 4 mois pour convaincre. 4 mois, c'est long. Enfin, quand on a supporté 4 ans et 8 mois, nous pouvons être moins impatients. Mais 4 mois, c'est court si nous voulons emmener ceux qui doutent encore vers nous. Si nous voulons convaincre ceux qui s'interrogent sur leurs propres décisions ou leurs propres choix. 4 mois, c'est court face à la fatalité, à la peur, à la résignation. 4 mois, c'est court quand nous voyons un certain nombre de nos concitoyens, souvent parmi les plus modestes, regarder vers les extrêmes pour chercher là comment pousser leurs cris de colère. Eh bien, je veux que ces 4 mois soient utiles à la France. Je veux que ces 4 mois soient des mois d'enthousiasme, d'engagement, de conviction, et que la victoire soit d'autant plus belle qu'elle aura été méritée, qu'elle aura été recherchée, qu'elle aura été arrachée. Et je veux être votre candidat pour cette belle espérance, pour ce grand rendez-vous. Les primaires citoyennes que le Parti socialiste et le Parti radical de gauche ont organisées ont suscité un magnifique mouvement. Près de 3 millions de nos concitoyens m'ont désigné pour porter les couleurs du changement. Cette expérience inédite dans notre pays m'a donné une légitimité jamais confiée à un candidat jusque-là en France. Je mesure l'ampleur de cette responsabilité, celle que vous m'avez conférée. J'ai fait en sorte, au lendemain de ces primaires, de préparer avec mon équipe le projet que je présenterai à la fin du mois de janvier. J'en connais qui ont des inquiétudes. Ils se demandent si nous avons des propositions. Et pourtant, depuis des mois et des mois, que les primaires ont été engagées, que le projet du Parti socialiste a été adopté, nous ne cessons de les présenter, de les confronter, de les exposer, alors qu'ils attendent encore un peu, qu'ils ne craignent rien. Nos propositions ne seront pas les leurs. Il n'y aura pas de risque de confusion. Ils peuvent même dire ce qu'ils veulent faire. Nous ferons le contraire. Et je pense notamment, j'y reviendrai, à ce projet de TVA supplémentaire. Mais il m'apparaissait nécessaire, après cette grande mobilisation, de prendre le temps de la préparation, de l'organisation, et donc maintenant du lancement de cette campagne. Je viens ce soir vous appeler au combat le plus grand qui soit, au combat qui nous dépasse, qui nous élève, au combat pour le redressement de notre pays, au combat pour la justice, sans laquelle il n'y a pas d'effort qui puisse être consenti, au combat pour l'espérance, celle que notre jeunesse doit retrouver dans son avenir, celle qui doit mobiliser les salariés, les créateurs, les inventeurs, les entrepreneurs pour l'avenir de leur pays. Et si j'ai une grande priorité, c'est pour la génération qui vient, celle qui attend de nous que nous nous confions une société meilleure, celle qui veut croire, encore croire. Et c'est la promesse que la République lui a faite, que leur avenir va être meilleur que notre présent. Cette jeunesse qui doute, qui s'inquiète, qui pense qu'elle est aujourd'hui oubliée, sacrifiée, alors qu'elle est notre chance,
alors qu'elle est notre atout, alors qu'elle est finalement notre vitalité. Voilà pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle, pour que le récit républicain, le rêve français, que la génération qui arrive, comme toutes les autres qui l'ont précédé, puisse connaître le progrès, la justice et la dignité à laquelle toute génération a droit pour son avenir. J'ai compris depuis plusieurs semaines que le combat qui m'attend, et donc qui nous attend, sera rude. Je n'ai pas vu dans les déclarations de nos concurrents ou de leurs lieutenants que de la politesse et de la considération. Les compliments ont été rares. Je ne parle pas ici des attaques et des dénigrements dont chaque campagne présidentielle est le lot, et quelquefois même les campagnes locales. Non, je parle là des polémiques sciemment entretenues, des caricatures sciemment organisées, voire même des manipulations sur des propos. Chaque jour a son cortège de polémiques, comme si la droite redoutait le débat, comme si la droite craignait que ce soit projet contre projet, bilan contre bilan, que nous menions en définitive le débat démocratique. Cet acharnement ne doit pas nous impressionner. Je pense même qu'il est finalement un hommage à notre démarche. Si nous sommes la cible de toutes ces accusations, c'est bon signe. Posons-nous la question. S'ils nous jugeaient faibles, seraient-ils si acharnés? S'ils n'avaient pas peur, seraient-ils si agressifs? S'ils en avaient la vérité pour eux, auraient-ils besoin de la travestir? Donc, n'ayons pas peur de la confrontation. Toujours la droite nous dira illégitime. Toujours elle a tenté de disqualifier les chefs de la gauche. Dès l'origine, on le sait, d'expérience, ils ont été jugés irresponsables, incapables, sans expérience, archaïques. Parce que la droite considère que c'est elle, et elle seule, qui aurait la légitimité pour diriger la France. Mais a-t-elle pour autant montré des marques de réussite qui justifieraient cette prétention? François Mitterrand, à qui je rends forcément hommage, puisqu'il est le seul président de la Ve République socialiste. Je ne voudrais d'ailleurs pas qu'il reste trop longtemps le seul. Et nous y travaillons. Mais François Mitterrand, lui aussi, dans la campagne de 1981, qu'avait-on dit sur lui? Qu'il avait été 11 fois ministre. Ça va. Moi, je n'ai pas été une seule fois. Je suis garanti. Lui, il l'avait été 11 fois. C'était de trop. On disait qu'il était trop vieux. J'ai presque son âge. Pas encore. Ça sera pour le second mandat, mais ne brûlons pas les étapes. On disait qu'il ne connaissait rien en économie, alors qu'en définitive, ce fut le président, avec ses premiers ministres, qui mena la désinflation, réussit les restructurations et assura même, finalement, la préparation de l'euro. Oui, il y a cette fatalité qui pèse, où chaque fois la gauche a besoin de se justifier. Étonnant paradoxe, les erreurs répétées de nos dirigeants actuels nous ont amenés tout près du précipice, ils l'avouent eux-mêmes. Et voilà que le candidat sortant joue de ce drame, car c'en est un, pour se sauver lui-même. Il espère que son échec
diffusera une crainte suffisante pour faire oublier sa propre responsabilité. Il mise sur la peur. C'est même le premier mot qu'il a utilisé lors de ce discours de Toulon en décembre dernier, la peur. Il veut que la France tombe dans un tel effroi qu'elle se résigne à voter pour lui. Il estime que la France a besoin d'un protecteur. Sûrement. Mais lui n'est pas le protecteur des Français. C'est le protecteur des puissants, des riches, des fortunés, des privilégiés. Et donc, chers amis, je ne laisserai pas l'élection présidentielle être un scrutin de mystification, où la droite ne défendrait même pas son propre bilan. D'ailleurs, il faut leur demander de revendiquer leurs actes, de présenter leurs comptes, de justifier leurs promesses. Et pourquoi elles n'ont pas été tenues? Est-ce digne d'ailleurs du débat démocratique que l'équipe sortante ne justifie pas de la politique qu'elle a conduite? Mais comment pourrait-elle le faire? 3 millions de chômeurs, 1 million de plus sur le dernier quinquennat, une croissance nulle, la France entre en récession, un déficit du commerce extérieur de 75 milliards d'euros quand les Allemands font un excédent de 150, un déficit budgétaire proche de 100 milliards d'euros, une dette de la sécurité sociale de 135 milliards cumulés. Et c'est avec ce bilan-là qu'il pourrait se représenter. Alors il fait comme un exercice de magie. Il n'est pas responsable. C'est la crise. La crise, nul ne la nierait. Elle est là. Elle est profonde. Elle est violente. Elle est brutale. Elle est générale. Mais cette crise, quelle est-elle? C'est la crise du libéralisme. C'est la crise de la banque. C'est la crise de la finance. C'est la crise des puissances d'argent. Et qu'ont fait nos dirigeants, nos gouvernants par rapport à cette crise? L'ont-ils empêché? Nullement. L'ont-ils limité? Pas plus. L'ont-ils régulé ces marchés? Pas davantage. Ont-ils cassé la spéculation? Nullement. Et voilà qu'ils utilisent la crise pour dire « nous n'y pouvons rien », comme si leur propre échec était une marque de garantie. Et nous en sommes dans la situation suivante, où les plans de rigueur se succèdent tous les 3 mois. Rassurez-vous, le candidat sortant a dit qu'il n'y en aurait plus jusqu'aux élections. Et il a peut-être raison. Non pas parce qu'il n'y pense pas, mais parce qu'il ne le peut plus. Sauf que, en définitive, infliger à nos concitoyens 3 ou 4 points de TVA supplémentaires, qu'est-ce que c'est sinon un nouveau plan de rigueur? Mais là encore, c'est leur responsabilité, ce n'est pas la faute de la crise, ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est la faute aussi, surtout, de leur gestion. Qui a distribué les cadeaux fiscaux au début de son mandat? Vous l'avez reconnu. Qui a aggravé nos déficits? Qui a augmenté la dette de 600 milliards d'euros? Vous êtes bien informés. Bien sûr que la crise a sans doute pesé, mais c'est aussi une politique économique. Celle qui consiste d'ailleurs à faire plan d'austérité sur plan d'austérité, au point que la croissance étant devenue nulle, il y a encore davantage de déficit et davantage de nécessité à en préparer un nouveau plan de rigueur. C'est le cercle vicieux. Et je sais que la conduite de la politique de la France sera difficile au lendemain de l'élection présidentielle. Mais je veux emporter ici témoignage
nous ferons l'effort dans la justice. Nous redresserons la France dans l'équité. Nous dirons la vérité sur l'état des comptes publics et de la dette. Nous assumerons nos responsabilités. Alors que là, nous avons un gouvernement qui vole de défaite en défaite, qui à chaque fois qu'il livre une bataille, bat en retraite, et qui nous dit qu'il faut garder le même général. Moi, je conseille, quand même, sur le plan militaire, de changer et de plan de bataille, et d'état-major, et même de dirigeant suprême. Oui, il y a une responsabilité. Quand on a exercé le pouvoir pendant 5 ans, cette politique, c'est la sienne. Elle a consisté, je l'ai dit, à alléger les impôts des plus favorisés. Elle a consisté à dépenser sans compter dans des domaines où il n'était pas utile de le faire. Elle a consisté à aggraver les inégalités, fragilisant ainsi la consommation et donc la croissance. Elle a consisté à augmenter la dette. C'était un quinquennat de rupture qui nous était annoncé, et ce fut finalement un quinquennat de dette. Cette dette, plus de 1600 milliards d'euros, nous devons la porter comme un fardeau. Cette dette, nos enfants devront également la traîner comme un boulet. Et cette droite viendrait nous donner aujourd'hui des leçons de bonne gestion et prétendrait qu'elle serait seule capable de redresser les finances d'un pays qu'elle a elle-même déséquilibré. Je veux donc vous dire que la seule question qu'il faut poser à nos concitoyens, et ils vous répondront, pour juger du mandat qui va s'achever bientôt, la seule question est la suivante: qui va mieux en France depuis 5 ans? Qui va mieux? Les salariés? Ils devaient gagner plus en travaillant davantage. Leur pouvoir d'achat a stagné et la souffrance au travail ne cesse de gagner, hélas, en intensité. Qui va mieux depuis 5 ans? La France qui se lève tôt? Les artisans, les commerçants, les responsables de PME qui travaillent dur? Mais pas davantage. Ils travaillent toujours aussi dur, payent des taxes, davantage encore, reçoivent moins de commandes et éprouvent le plus de difficultés à obtenir des crédits bancaires. Qui va donc mieux depuis 5 ans? Les agriculteurs, qui peinent de plus en plus à maintenir l'équilibre précaire de leurs exploitations, étranglés qu'ils sont par des fournisseurs avec des prix sans cesse plus élevés pour leurs matières premières et par une grande distribution qui pèse sur leurs résultats. Qui va mieux depuis 5 ans? Les classes moyennes, les techniciens, les cadres, qui vivent dans la crainte du déclassement social, qui s'inquiètent pour leurs enfants. Qui va mieux en France depuis 5 ans? Les professeurs, dont on réduit le nombre et qui doivent faire face avec des moyens toujours réduits aux défis de l'éducation et de l'égalité des chances. Qui va mieux en France? Les professions de santé, alors que les assurés sociaux ont de plus en plus de difficultés à accéder aux soins, que ce soit pour l'hôpital ou pour la médecine de ville. Qui va donc mieux en France depuis 5 ans? Eh bien, nous les connaissons. Ce sont ceux qui allaient bien au départ et qui vont toujours mieux. Les financiers vont mieux. Les traders vont mieux. Les rentiers vont mieux. Les spéculateurs vont mieux. Un certain nombre de grands dirigeants vont mieux. C'est la France du tout en haut qui va mieux. Parce que cette politique, elle est menée pour elle, pour cette France-là, pour les plus fortunés. Et c'est cette politique qui accroît sans cesse l'injustice et finit par nier les valeurs mêmes de la République. Eh bien, nous sommes ici rassemblés pour rétablir les valeurs de la République. Dans ce contexte de crise, et notamment au niveau de l'Europe,
un accord vient d'être conclu en notre nom à l'échelle européenne. Je le dis avec responsabilité, là encore. Peut-être valait-il mieux à tout prendre un accord que de rupture qui aurait menacé tout l'édifice européen. Mais je le dis aussi tout net. Ce projet de traité ne résout rien. Il a été conclu aux conditions des conservateurs européens. Il n'aboutit qu'à imposer l'austérité, en éludant les réformes nécessaires, en écartant les perspectives de croissance. Et c'est pourquoi, devant vous, je prends cet engagement. Si je suis élu au mois de mai prochain, fort du mandat que vous m'aurez confié, je renégocierai cet accord européen. Certes, je prendrai l'engagement de rééquilibrer nos comptes publics, c'est notre devoir. Devoir par rapport aux Français, par rapport aux générations qui viennent, par rapport également à nos engagements européens. Point d'indépendance, point de stabilité financière sans la réduction de la dette. Mais l'avenir de l'Europe ne peut pas, ne doit pas se résumer à la seule discipline imposée par les marchés financiers. Sans rien changer à la réforme de la finance, à l'intervention de la Banque centrale pour dominer la spéculation, sans doter l'Europe de fonds indispensables pour mutualiser la dette, c'est ce qu'on appelle les eurobonds, et sans contrôle démocratique par les parlements. L'accord européen n'est pas simplement un accord de circonstance, il reflète un projet. C'est l'Europe des marchés. Moi, je suis pour une Europe forte, mais une Europe de projet, pas une Europe de marché. Parce que ce que nous avons à faire en Europe, si nous voulons être les continuateurs de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont fait cette aventure exceptionnelle qui s'appelle l'Europe, c'est de bâtir ensemble une communauté de destin. C'est de nouer des alliances industrielles. C'est de porter des projets de recherche, de technologie, de culture, d'enseignement supérieur, et donc de croissance pour l'avenir. Et notamment sur les grandes questions d'environnement, d'énergie, nous avons à bâtir un espace commun, et aussi un espace démocratique. Là aussi, méfions-nous, les populistes, les extrémistes sont en train de marquer, hélas, des points dans toute l'Europe, au regard de la résignation, au regard de la peur, au regard de la crainte que les marchés impriment leurs lois et leurs lois seules. Voilà ce que je veux faire pour les prochains mois. Dire la vérité aux Français, marquer une espérance, évoquer à la fois le sort de notre pays mais le destin de l'Europe, parler au monde, car une élection en France n'est pas une élection ordinaire. Une élection présidentielle en France intéresse les citoyens, et j'espère qu'ils seront nombreux à venir aux urnes dès le premier tour. Ne l'oubliez pas, dès le premier tour. Parce qu'une élection, elle se gagne au premier tour. Si on veut avoir la force nécessaire, si on veut avoir la dynamique indispensable, si on veut rassembler la gauche et au-delà, si on veut avoir une majorité forte, c'est au premier tour que tout cela se construit. Vous savez, je ne cesserai d'en parler, tant ce souvenir me hante. J'étais premier secrétaire du Parti socialiste le 21 avril 2002. J'ai vécu cette scène d'un candidat valeureux, honnête, Lionel Jospin, écarté le soir du premier tour. J'ai eu à prendre cette décision terrible d'appeler à voter pour notre adversaire dans la République, pour écarter l'ennemi de la République. Je l'ai fait. Et je sais que vous m'avez suivi, pas tous, mais beaucoup. Je l'ai fait parce que c'était notre honneur de le faire.
Je l'ai fait sans me poser la question de savoir si la droite l'aurait fait dans pareilles circonstances. Et je ne souhaite même pas que cette question soit posée pour le scrutin qui arrive. Mais je veux le dire encore, nous devons avoir ce souvenir à l'esprit si nous voulons créer la dynamique indispensable au soir du premier tour. J'ai beaucoup de respect pour les autres candidats de la gauche. Je sais ce qu'est le grand débat présidentiel avec les familles politiques ou les personnalités qui veulent s'y présenter. Mais en même temps, qui peut représenter le changement? Qui peut battre la droite? Je ne le dis pas par prétention, je le dis par responsabilité. C'est autour de ma candidature que peut se faire l'alternance. C'est autour du rassemblement que j'aurai le devoir de conduire que se peut se faire le changement. Et donc, cette élection, elle va passionner, je l'espère, la France tout entière. Mais nous sommes regardés, bien au-delà de nos frontières. Regardez en Europe. J'ai rencontré beaucoup de partis amis en Allemagne, en Italie, qui me disent « On vous attend ». Et j'ai répondu « Mais nous aussi ». Mais nous sommes les premiers à tirer, si je puis m'exprimer ainsi. C'est à nous de le faire. Après, ce seront les Allemands, les Italiens, et peut-être d'autres encore. Donc l'Europe nous attend. Elle attend un changement en France pour avoir une orientation différente demain sur notre continent. Mais le monde nous regarde aussi. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, savoir qui va être président, savoir si ce sera la même politique étrangère, la même conception des droits de l'homme, le même comportement. Je veux rassurer. Donc nous avons cette responsabilité de gagner cette élection, pas simplement pour nous, ici, en France, mais pour ce que les peuples du monde ont toujours regardé comme venant de la France, qui n'est pas n'importe quel pays de la planète, qui est le pays des Lumières, le pays de la Révolution française, le pays des grands tumultes, le pays d'une belle langue, de la liberté, de la République. Allons-nous être dignes de cette grande histoire? Allons-nous être capables, une nouvelle fois, d'être l'espérance pour beaucoup, je le crois. Et c'est pourquoi j'ai confiance. La France est un grand pays, qui a un grand avenir, qui ne demande qu'à porter un projet, qu'à croire à son destin. Souvent, la France est tombée. Parfois, elle a connu des épreuves terribles, des guerres, des crises, des tumultes. Chaque fois, elle s'est relevée. Souvenons-nous de notre histoire. À chaque moment où notre peuple a souffert, où notre peuple a douté, il a toujours été capable, en son sein, de trouver l'issue. Toujours des hommes, des femmes d'exception se sont levés. Toujours, les Français les ont entendus. Eh bien, encore aujourd'hui, une nouvelle fois, dans cette période si difficile, dans ce contexte si tumultueux, avec ces crises, une nouvelle fois, j'en suis convaincu, la nation confrontée à ce danger, danger économique, danger social, saura trouver le chemin, la voie pour son avenir. Ensemble, nous pouvons nous redresser. La France a des ressources immenses, des talents considérables, un savoir-faire, des ouvriers admirables. J'en rencontrais encore tout au long de l'après-midi, des techniciens, des ingénieurs qui inventent chaque jour des procédés, des manières de faire qui font la fierté de notre industrie. Nous avons des fonctionnaires qui se dévouent partout, à l'école, à l'hôpital, dans les services publics, et qui sont une chance, qui ne sont pas une variable d'ajustement, comme si c'était d'ailleurs une performance
que de ne pas remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. C'est pas une performance, c'est une souffrance, non pas pour les retraités, mais pour les usagers des services publics qui veulent davantage d'efforts, d'accompagnement dans l'école, dans l'hôpital et dans tout ce qui fait finalement l'égalité et la dignité humaine. Oui, nous avons des talents parmi les créateurs, les inventeurs, les chercheurs. Nous avons cette chance d'avoir une jeunesse abondante. Nous sommes le pays le plus dynamique sur le plan de sa vitalité démographique. Nous avons un modèle social qui, là encore, a été construit patiemment, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, et qui ne doit pas être regardé, là non plus, comme un fardeau. Et puis nous avons ces valeurs de la République, ces valeurs qui nous permettent de nous retrouver ensemble, à la condition que nous les défendions. L'égalité sans laquelle il ne peut pas y avoir de cohésion nationale. La liberté sans laquelle les Français ne seraient pas eux-mêmes épanouis. Et puis la fraternité, la laïcité, sans laquelle il n'y a pas de République. Ça ne doit pas, là encore, être du superflu. C'est l'essentiel dans cette bataille. Nous ne devons pas revenir sur nous-mêmes, sur nos histoires, sur notre passé, sur nos acquis. Nous devons nous en servir comme autant de leviers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réforme à faire, qu'il n'y ait pas de changement à opérer. La société évolue, mais les principes, eux, restent les mêmes. Voilà pourquoi j'ai confiance, à la condition, là encore, que nous ayons un projet, une stratégie. Mon projet, je le présenterai à la fin du mois, mais vous en connaissez les grandes lignes. Il tient en 3 mots: le redressement, la justice et l'espérance. L'urgence, c'est le redressement financier. Nous avons une dette trop lourde, des déficits trop élevés. Nous devons prendre des engagements. J'aurai un échéancier précis de maîtrise de la dette. Nous ramènerons le déficit public à moins de 3% du PNB à la fin de l'année 2013 et nous irons vers l'équilibre à la fin du quinquennat. Cet effort est déjà considérable. Promettre d'aller plus vite, comme le disent ceux qui ont mis le pays dans l'état que nous connaissons, ce serait aggraver les risques de récession. Nous organiserons l'offensive, parce que s'il n'y a pas la croissance, il n'y aura pas le redressement des comptes publics. Et c'est pourquoi nous aurons aussi à mener le redressement productif, avec une stratégie d'investissement, de recherche, d'innovation, de technologie. Et ça se fera autour du pacte productif. Nous aurons à définir les grandes filières, je les évoquais cet après-midi. Nous aurons à dire comment nous accompagnons les entreprises, et notamment les petites et les moyennes, à devenir davantage exportatrices, innovantes, accompagnées sur le plan fiscal. Pourquoi ce sont les grandes entreprises qui payent le moins d'impôts sur les sociétés? Nous aurons à les accompagner au plan de la recherche de capitaux. Ça sera le rôle de la Banque publique d'investissement et des fonds régionaux. Nous aurons besoin de les accompagner aussi sur le plan réglementaire. Elles ont besoin d'être défendues quand elles sont sous-traitantes des grands groupes. Sinon, elles sont les variables d'ajustement. Nous aurons besoin de leur ouvrir les commandes publiques, parce que ces petites et moyennes entreprises ont besoin de travailler en France, et notamment pour les grandes administrations publiques. Oui, nous aurons ce développement de la production et de la croissance, qui supposera d'être accompagné par une politique de formation. Parce que ce qui fait la différence dans la compétition, ce n'est pas le coût du travail, notamment dans la zone euro. C'est d'abord le savoir-faire, la qualification, la spécialisation industrielle. Et donc notre devoir, ce n'est pas de baisser les cotisations sociales ou de modérer les salaires,
Notre devoir, c'est de préparer les entreprises, de les accompagner pour qu'elles soient les plus performantes pour l'exportation et pour la compétition. Oui, pour mener ces réformes, il faudra être juste. Et c'est pourquoi je proposerai une grande réforme fiscale. Elle consistera d'abord à rapprocher, fusionner à terme l'impôt sur le revenu et la CSG. Savez-vous que la contribution sociale générale de 90 milliards d'euros, quand l'impôt sur le revenu a été progressivement affaibli dans son rendement, n'en dégage plus que 50 milliards. Nous aurons donc à faire en sorte que les niches fiscales, celles qui bénéficient aux plus privilégiés, soient plafonnées. Nous aurons à faire en sorte que les revenus du capital et les revenus du travail soient imposés au même barème, avec les mêmes taux. Nous aurons à mener la progressivité de l'impôt, c'est-à-dire à faire que les plus favorisés payent davantage que les plus modestes. Vous me direz, c'est l'évidence. Et pourtant c'est le contraire aujourd'hui. Ce sont les classes moyennes et parfois les classes populaires qui payent plus d'impôts que les catégories les plus favorisées de la population. Eh bien, ce sera la justice fiscale qui inspirera nos actions et nos actes à partir du mois de mai. Cette réforme sera juste, elle sera moderne et elle sera efficace. Parce qu'elle touchera aussi la fiscalité des entreprises, allégeant le prélèvement sur les petites et les moyennes, alourdissant sur les grandes, changeant la fiscalité locale, sans laquelle réforme il ne peut pas y avoir de décentralisation approfondie. Or, je veux un nouvel acte de décentralisation. J'ai confiance dans les collectivités locales. Je sais, je le dis en Gironde, que l'État ne peut pas décider d'en haut, surtout quand il a aussi peu d'argent. Et donc il doit contractualiser avec les collectivités locales, il doit décentraliser, transférer des compétences avec les moyens correspondants et permettre par une fiscalité moderne, nouvelle, que les collectivités puissent lever l'impôt en pleine responsabilité. Voilà la justice. Mais la justice, elle n'est pas que fiscale, elle est aussi sociale. J'aurai 2 décisions à prendre, lourdes de conséquences, mais tellement attendues. La première, ce sera de faire en sorte que ceux qui ont cotisé 41 années, demain 41 années et demie, puissent partir à 60 ans. Comment admettre en effet que ceux qui ont commencé tôt à travailler soient obligés de passer à 42, 43 ans, 44 ans de durée de cotisation, surtout quand ils se trouvent en plus écartés du marché du travail, mis de côté dans leur entreprise, parce qu'ils sont jugés trop vieux et renvoyés à Pôle emploi en dispense de recherche d'emploi, encore que même cette catégorie va disparaître. Et puis il y aura un deuxième acte à prendre, qui sera de donner à l'hôpital public les moyens indispensables pour rester un service public. Sûrement faudra-t-il, là encore, permettre que les tarifications se fassent pour une part à l'activité. Sans doute faudra-t-il faire des efforts de gestion. Mais on ne peut pas considérer l'hôpital public comme une entreprise. Or c'est pourtant ce que finalement la loi qui a été votée a posé comme principe. La justice, c'est aussi l'emploi. Bien sûr que l'emploi dépend d'abord de la croissance. Je ne sais ce que prépare le gouvernement et le président de la République.
Enfin si, je le sais. Je l'ai entendu comme vous. Il a dit que les chômeurs devaient être formés. Rendez-vous compte. Il est président depuis 4 ans et 8 mois. Avant, il était ministre. Et il vient de se rendre compte que les chômeurs ne sont pas formés. Mais que lui a dit le ministre de l'Intérieur? Enfin, celui qu'il était il y a plus de 5 ans, celui qu'il a nommé, il devait quand même lui donner des renseignements. Beaucoup de chômeurs, c'est vrai, hélas, ne sont pas accompagnés dans l'emploi. D'autres, heureusement, le sont. Mais une règle que nous aurons à poser, c'est que tout demandeur d'emploi devra être en contrat avec Pôle emploi pour être dans une formation, dans une qualification, pour retrouver le plus vite possible, une solution et donc une embauche. De la même manière, le président sortant, défiscalisé les heures supplémentaires. Aujourd'hui, une heure supplémentaire coûte moins cher qu'une heure d'un jeune embauché. Comment l'admettre? La première mesure à prendre dans un contexte que nous connaissons de croissance ralentie, voire même de récession, la première mesure à prendre sera de supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, de façon à inciter les entreprises, si elles ont, et je le souhaite, des carnets de commandes qui gonflent, de pouvoir embaucher. Et voilà que le même, celui dont je parlais à l'instant, vient de nous dire qu'il va, et c'est heureux, simplifier le chômage partiel. Et même permettre que les entreprises puissent avoir la flexibilité nécessaire pour adapter le salaire à l'heure travaillée, ou au nombre d'heures travaillées. Vous voyez, il avait commencé en 2007 avec le travailler plus pour gagner plus, et maintenant son mot d'ordre, ça va être travailler moins pour gagner moins. Et voilà que ressurgit, j'en parlais un instant, la TVA dite sociale. Ceux qui ont de la mémoire doivent se souvenir de l'entre-deux-tours des élections législatives, les dernières, où le ministre de l'économie et des finances, qui s'appelait M. Borloo à l'époque, enfin qui doit s'appeler toujours M. Borloo, j'imagine, enfin qu'il n'est plus ministre, avait déjà exposé le projet de TVA supplémentaire qui compenserait une baisse des cotisations sociales patronales. François Fillon, Premier ministre, avait lui-même authentifié la réforme en disant qu'il était prêt à augmenter de 4 points la TVA. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que les Français se sont ressaisis et ont renvoyé, je les en remercie, plus de députés de gauche qu'il n'était attendu. Ils en ont tiré la leçon que c'était la TVA sociale qui les avait fait perdre. Donc pendant 4 ans et demi, plus rien. Et voilà que ressurgit l'idée. Mais on l'appelle plus TVA sociale. On l'appelle TVA anti-délocalisation. Ah, ça fait mieux. Au prétexte que la TVA touche aussi bien les produits fabriqués en France que les produits venant de l'étranger. Sauf que dans la consommation, les produits importés, ça représente 30%. Et le reste, sur les produits et les services fabriqués ici. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on ne va pas protéger particulièrement le marché français. Ce n'est pas une taxe qui va renvoyer les produits chinois ou allemands. Tout cela n'est qu'un prétexte. En définitive, il s'agit de faire payer moins les entreprises et plus les ménages. Ce qui va vouloir dire qu'en définitive, il va y avoir un prélèvement supplémentaire sur l'ensemble des Français, sans qu'il y ait de gain sur le plan économique. C'est à la fois une faute sociale, parce que qui paye la TVA? Essentiellement les ménages qui consomment l'ensemble de leurs revenus.
par rapport à des ménages plus favorisés qui épargnent davantage. Et c'est aussi une faute économique, puisque 3 ou 4 points de TVA supplémentaires vont déprécier encore davantage la consommation, affaiblir la demande et encore déprimer la croissance, si elle existe encore. Ils nous disent, mais on va peut-être la faire voter d'ici la fin de la législature. Si tel était le cas, ce serait en plus une faute, j'allais dire presque morale, qu'ils exposent cette thèse dans le cadre d'un projet pour l'élection présidentielle. C'est bien leur droit. Mais ce sont aux Français de juger si cette politique est bonne ou elle ne l'est pas. Et c'est pourquoi je prends les devants. S'ils devaient faire voter, car ils en ont bien sûr encore la possibilité, si vous me confiez la responsabilité du pays, nous reviendrons immédiatement sur cette augmentation de TVA. La solution pour l'emploi, l'amélioration de la compétitivité, je l'ai dit, ce n'est pas en abaissant le coût du travail, même si parfois nous devons regarder telle ou telle exonération de cotisation sociale, j'y reviendrai. Mais l'objectif d'une politique, c'est de renforcer notre qualité, notre spécialisation, nos investissements, notre innovation, notre savoir-faire. Et s'il y a une mesure à proposer pour l'emploi dans le contexte aujourd'hui que nous connaissons, c'est ce que je dis depuis des mois à travers le contrat de génération. Aujourd'hui, nous connaissons un taux de chômage des jeunes qui est supérieur à 25%, 40% dans certains quartiers. Le chômage des plus de 55 ans a augmenté de façon vertigineuse depuis plusieurs mois. Nous avons cette situation insupportable qu'aux deux extrêmes de la vie professionnelle, ce soit la précarité et le chômage. Eh bien, ce que je vous propose à travers le contrat de génération, c'est lorsqu'une entreprise gardera un senior le temps qu'il puisse se constituer les droits lui permettant de partir à la retraite à taux plein et qu'il embauchera un jeune avec un contrat à durée indéterminée, eh bien cet employeur-là pourra avoir l'exonération de cotisation sociale sur les deux emplois. Permettant justement qu'il y ait cette transmission des savoirs, des expériences, ce tutorat d'ailleurs que je vérifie dans toutes les entreprises que je visite. À chaque fois, j'en vois des salariés, des travailleurs qui me disent quelques mots. Les plus anciens me disent alors, est-ce que je vais pouvoir partir en retraite? Parce que j'en peux plus. Je travaille depuis 42 ans, 43 ans. Et les plus jeunes, je leur dis, quelle est votre situation? Je suis en intérim. Et depuis combien de temps? 1 an, 2 ans. Et avant, j'étais en stage. Et avant, j'étais en petit boulot. Et avant, au chômage. Est-ce que c'est ça le destin d'un pays? Où on est trop vieux pour rester dans l'emploi? Où on y reste trop longtemps? Épuisé? Et puis de l'autre côté, des jeunes qui attendent quoi? Qui attendent d'avoir un contrat à durée indéterminée pour tout simplement s'établir dans l'existence, retrouver leur autonomie, accéder à la dignité. Sûrement, pendant toute cette période qui sera difficile, nous aurons aussi à augmenter le volume des emplois aidés pour les chômeurs de longue durée. Mais nous aurons aussi à mettre en place ces emplois d'avenir. Ce qu'on appelait autrefois les emplois jeunes, sans doute, n'auront-ils pas la même durée? Sans doute ne seront-ils pas réservés aux mêmes populations? Sûrement devront-ils être d'abord concentrés dans les quartiers les plus difficiles et pour les jeunes qui sont le plus longtemps au chômage. Mais nous aurons à prendre aussi cette initiative. Parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser des quartiers entiers en désolation, en relégation, en abandon.
C'est aussi notre responsabilité dans cette campagne. Savoir ce que va devenir la nation. Si nous allons pouvoir toujours vivre ensemble. Moi, je connais bien la France. Je l'ai traversée tant de fois. Je suis un élu d'un département rural. Je connais toutes les difficultés du monde agricole. Je connais les risques de la désertification, de l'abandon. Mais je sais aussi, en visitant certains quartiers des villes, certaines banlieues désolées, ce qui s'y produit aussi, c'est-à-dire le repli, le sentiment de ne pas être en France, d'être relégués, d'être des citoyens de second niveau, de second degré, au point même, j'en ai entendu me dire qu'il n'était pas français alors qu'il était né en France, tant il se sentait étranger dans son propre pays. Peut-on l'admettre? Peut-on l'accepter? Quel pays prépare-t-on? On serait séparés les uns les autres selon les territoires, parfois dans la même agglomération. Où serait la République? Eh bien, notre devoir, à travers une politique d'emploi, mais aussi d'éducation, de formation, c'est bien de préparer une nation qui se sent rassemblée, unie, et où la promesse républicaine puisse être tenue. Ah, il nous reste tant à faire d'ici la fin de cette campagne. Convaincre, convaincre encore, expliquer. Parfois, je me demande à quoi bon, tant la réponse m'est déjà donnée. Je vois tellement de mes concitoyens venir vers moi en me disant « J'en accepte l'augure, on vous fait confiance », et d'autres me dire « On ne le veut plus ». Je comprends qu'ils ne parlent plus à ce moment-là de moi-même. Mais je ne peux pas être non plus le candidat d'un rejet, d'un refus. Je dois être le candidat d'une espérance, d'un projet, d'une ambition. Et je dois moi-même montrer l'exemple ou dire ce que nous ferions si nous étions au sommet de l'État, investis de la responsabilité principale. Eh bien, d'abord, je commencerai à faire voter un statut pénal pour le chef de l'État. Pour que chacun comprenne qu'il y a sûrement un exercice de la fonction qui mérite d'être protégé, mais que le président est un citoyen aussi comme les autres. Je mettrai fin à la sujétion, à la soumission des magistrats du parquet envers le gouvernement. Je veillerai, y compris si ça pouvait mettre en cause mon parti ou mes amis, je veillerai à mettre fin à toute intervention dans l'exécutif, dans les affaires particulières, dans les affaires, tout simplement. Je ferai en sorte que les nominations puissent être simplement décidées en fonction des compétences et non pas des amitiés. Je ne nommerai plus les présidents des sociétés d'audiovisuel public, laissant cette responsabilité à des autorités indépendantes. Je ferai aussi la réforme du non-cumul des mandats qui est attendue et sur laquelle je me suis moi-même engagé. Je mettrai également fin à cette étrange discrimination qui veut, et c'est bien, qu'un Allemand ou qu'un Roumain
puissent voter aujourd'hui dans une élection locale, ici, parce qu'ils sont dans l'Union européenne, mais qu'un travailleur venu d'un autre pays et quelquefois depuis des décennies, établi légalement en France, parlant notre langue, payant des impôts, ceux-là qui sont de bons citoyens, eh bien ils devront aussi avoir le droit de participer aux élections locales. Je mettrai fin aussi à ces relations douteuses avec des régimes africains que nous traitons encore comme des clients, comme des obligés, comme des représentants de pays où il suffirait de payer pour avoir la décision. Ce qu'on a appelé la France-Afrique a vécu. Nous devons avoir avec ces pays-là, comme avec d'autres, les mêmes principes, le respect, la lutte contre la corruption, la démocratie, le développement. Voilà aussi ce qui montrera un changement. Mais je ne vais pas vous dévoiler tout ce soir à Mérignac. Je reviendrai. Je reviendrai pour vous. Je reviendrai pour ceux qui sont dehors. Nous prendrons une plus grande salle. Nous serons tout près du premier tour. Et s'il est nécessaire, et je crois qu'il sera nécessaire, nous reviendrons avant le second tour. Alors après, ça dépendra de l'invitation des élus, mais je serai à votre disposition. Je termine, chers amis, par la seule question qui doit nous hanter durant ces 4 mois. Est-ce que nous allons laisser faire? Ou est-ce que nous allons nous mobiliser comme jamais pour réussir? Est-ce que nous allons laisser cette société injuste, inégale, déchirée? Est-ce que nous allons laisser cette domination par l'argent? Est-ce que nous allons laisser cette droite continuer à défaire ce qui nous paraissait être l'essentiel dans notre pays? Et alors, si nous ne laissons pas faire, il va falloir faire beaucoup plus que de venir à une réunion comme celle de Mérignac. Et je vous donne là votre feuille de route. Moi, je vais partir ce soir. Non, pas ce soir. Mais demain, à la première heure, je serai demain à Caen. Mais vous n'allez pas pouvoir me suivre. Nous n'avons pas de moyens de transport. Mais vous allez devoir faire le travail que chaque citoyen a en démocratie. Parler, expliquer, convaincre, emmener. Ce que nous avons été capables de faire pour les primaires, rendez-vous compte. Emmener 3 millions de personnes dans une élection qui n'était même pas officielle, où les bureaux de vote n'étaient pas dans les mairies. Nous devons être capables de le faire dans une élection qui est la plus majestueuse qui soit. L'élection majeure, l'élection présidentielle. Alors je veux vous appeler à ce que nous puissions rencontrer une mobilisation exceptionnelle dans cette campagne, une confiance, une ferveur. Vous savez, comment juge-t-on un moment d'une campagne? Les sondages indiquent. Mais maintenant qu'ils sont bons, on me dit qu'ils sont trop bons. Mais ça ne va pas durer, rassurez-vous. Ce qui indique une ferveur, une confiance, c'est vous, votre participation et votre capacité à faire adhérer tant d'autres à notre projet. Faites en sorte donc que je sois le candidat porté par la gauche. D'abord par vous, ensuite par toute la gauche.
cet affrontement, cette confrontation entre la gauche et la droite. Nous devons nous-mêmes dépasser cet enjeu. La confrontation, elle est là, chacun la connaît. Mais nous devons emmener aussi les électeurs qui, je peux le déplorer, ont pu voter même pour Nicolas Sarkozy la dernière fois. Ne les blâmez pas, surtout pas. Ne les repoussez pas. Parce que s'il n'y en a pas qui changent d'avis entre les deux élections, comment pourrons-nous gagner? Ne repoussez personne. Ne refusez aucun concours. Mais allez chercher surtout ces électeurs populaires souvent, modestes toujours, qui se sentent oubliés, abandonnés, trahis, qui n'en peuvent plus, qui ne savent pas vers qui se tourner, qui veulent pousser un cri d'amertume ou de colère, qui regardent vers l'extrême droite, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle peut permettre, c'est-à-dire un refus, un rejet de tout. Alors, c'est vers eux, ces électeurs, qu'il faut aller. Ne pas les laisser se détourner, là, de ce qu'est pourtant le sens de la République. Leur dire qu'ils méritent mieux, qu'ils sont des Français qui doivent être fiers d'eux, que la France n'est pas le repli, l'enfermement, la haine de l'autre. La France, c'est être capable de s'élever, de se redresser, de relever la tête et d'avoir confiance dans la République. Il faut aller les chercher. Ces ouvriers-là qui craignent pour la délocalisation de leur activité, qui s'en prennent à d'autres loin d'ici ou qui s'en prennent à ceux qui sont tout près, qui pensent que ce sont les plus pauvres encore qui viennent leur prendre le peu qu'ils ont, sans regarder en haut ceux qui ont capté l'argent. Non, c'est en bas, plus bas qu'eux, qui sont décidés à se tourner comme par une forme de vengeance ou de jalousie. Nous avons ce devoir de ne rien laisser, de parler à ces travailleurs, à ces ouvriers, à ces agriculteurs qui n'en peuvent plus. Oui, je pense effectivement aussi à tous ceux qui sont désespérés. J'entendais là les salariés de Sifrance, à qui l'on avait promis de mettre leurs indemnités de licenciement dans la formation d'une coopérative. Belle générosité. Mettez ce que vous avez comme droit dans l'entreprise, vous n'aurez même pas les bateaux, et après l'élection présidentielle, tout sera fermé. Je comprends que certains se soient mis à douter. Je pense à ces travailleurs aussi de Petroplus, en Haute-Normandie, qui, parce que leur entreprise n'est plus financée par la banque, vont peut-être voir la fermeture de leur site. Je pense à ces salariés ici, on parlait de Zodiac. Je pense à tout cela, à qui il faut donner confiance, à qui il ne faut pas mentir, à qui il ne faut pas laisser croire que parce que nous serons demain élus, d'un seul coup, les fatalités se lèveront. Mais nous aurons le même projet, la même ambition, servir la production, servir le travail, servir le mérite, et ne pas mentir, et avoir aussi la fierté de relever la France sans avoir besoin d'abaisser ceux qui sont accueillis ici chez nous parce qu'ils sont étrangers. Oui, c'est cette campagne-là qu'il faut faire. Aucun électeur ne doit se laisser détourner par une extrême droite qui ne peut pas être un projet pour la France. Rendez-vous compte, la fermeture des frontières, la fin de l'euro, les barbelés autour, et comme si c'était possible à ce moment-là de vendre nos produits, et à qui? Et de chasser ceux qui sont ici depuis tant d'années, qu'ils sont même devenus français. Nous devons écarter tout cela. De la même manière, dans cette élection, on me dira il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, mais si,
Il y a la gauche, il y a la droite. Et au milieu, il y a quoi? Il y a ceux qui hésitent tout le temps, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, qui disent mais maintenant ça y est, on sait ce qu'on va faire au second tour, mais on ne vous le dit pas tout de suite. Eh bien, préférez voter pour le candidat socialiste dès le premier tour. Voilà, chers amis, nous avons notre feuille de route, vous et moi. Moi pour mener cette campagne, vous pour la servir autant que vous le pourrez. Nous avons le même objectif, le changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est possible. Le changement, c'est nécessaire. Le changement, c'est en avril et en mai prochain. Et ce changement, c'est pour la République. Le changement, c'est pour la France. Le changement, c'est pour la jeunesse de France. Cette jeunesse qui n'a pas connu le 10 mai 1981. Il y a 31 ans, un socialiste était élu président de la République. 31 ans. Il a été réélu en 1988. Mais ça n'avait pas la même force qu'en 1981 parce que c'était la première fois 81. Après 23 ans. N'attendez pas 23 ans. C'est maintenant que nous devons donner un nouveau président à la France. C'est maintenant qu'il faut donner un successeur à François Mitterrand. C'est maintenant qu'il faut réussir l'alternance, le changement. Alors, chers amis à Mérignac, nous sommes partis sur ce long chemin qui nous conduira, si vous en décidez ainsi, à la victoire le 6 mai. Le 6 mai 2012, il y aura des fêtes de mai 1900.